Bonjour à tous, c'est notre première émission publique et je crois sincèrement que d'autres suivront, surtout que l'actualité nous fournira assez de matière. Alors nous saisissons la belle opportunité que nous offre le FPC, entendez, École de formation politique et citoyenne, et puis la fondation Friedrich Naumann, une fondation allemande, qui forme et fait la promotion des valeurs de liberté, de démocratie et de citoyenneté. Alors, nous sommes là à l'occasion de la sortie, on va dire, de la deuxième promotion de cette école de formation politique et citoyenne, qui vient d'ailleurs de recevoir son parchemin. Alors, ils sont une trentaine de jeunes. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils ont au moins le bac. Et au cours de leur formation, ils ont côtoyé des sachants, donc des sachants qui leur ont donné les clés de leur future vie de personnalité politique, si je peux m'exprimer ainsi. Alors vous les écouterez juste après le plateau. Mais avant, nous allons animer un débat autour d'un thème tout aussi important, les jeunes et la politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été formés. Et à ma droite, j'ai M. Mamadou Touré. Il est le conseiller technique du président de la République en charge des questions de la jeunesse et des sports. Mamadou Touré, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, M. Magloire Ndéhi, administrateur du Centre d'éducation pour une société durable. Vous représentez également la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Merci et bienvenue. Alors, première question tout de suite, une question très institutionnelle, Monsieur Mamadou Touré. Alors, comment est née cette idée de créer cette école de formation politique et citoyenne et pourquoi cette initiative ? Bon, vous savez que la Côte d'Ivoire a vécu une grave crise en 2010-2011. Au sorti donc de cette crise, nous avions organisé à l'époque, en juillet 2011, la deuxième édition des Assises de la jeunesse. Et la problématique de la participation des jeunes en tant qu'acteurs à la vie de la société et surtout au niveau politique a été donc débattue. Ce débat s'est poursuivi donc en 2013 et les jeunes qui sont retrouvés en atelier ont fait des analyses, ont fait un constat. D'abord la faiblesse de la représentation des jeunes dans les appareils politiques, même s'ils sont les principaux cibles des politiques. Mais surtout la faiblesse de la formation donc, constatée au niveau de ces jeunes. Beaucoup de personnes ont parlé pendant des années d'instrumentalisation donc, de cette jeunesse par les politiques, mais cette instrumentalisation s'appuie aussi sur le manque de formation de ces jeunes. Et même la non-représentation des jeunes au niveau des instances de prise de décision politique est pris aussi comme prétexte le manque de formation de ces jeunes. Donc ils ont recommandé la création d'une école de formation politique. Cette école a pour objectif donc, de leur donner tous les instruments, donc renforcer leurs capacités, renforcer leurs convictions ou leur apprendre à construire des convictions, des idées et leur permettre ainsi de participer au débat public, de participer au débat public en tant qu'acteur politique ou bien participer à des causes au niveau donc, de la société. Donc c'est des jeunes qui peuvent s'engager aussi au niveau donc, de la société civile en tant que citoyen. Mais notre objectif aussi, c'est de permettre l'émergence d'une nouvelle élite jeune. Vous savez... Aujourd'hui, il n'y en a pas ? Non, le débat, on ne va pas se voiler la face, le débat au sein de nos partis politiques, en tout cas mené par certains jeunes, c'est le sentiment que les choses sont bloquées et que ce sont les mêmes acteurs d'un certain âge qui continuent d'animer. Ça a toujours été ainsi ? Non, ça n'a pas toujours été ainsi. Quand vous reprenez l'histoire de notre pays, vous savez déjà, dans les années 46, Félix Houphouët-Boigny a fait partie de ce qu'on appelle la génération 46, c'est un certain nombre de jeunes se former à l'extérieur. Ces jeunes ont été les premiers compagnons politiques d'Houphouët-Boigny dès les indépendances. Et le président Houphouët-Boigny, en tout cas jusqu'à sa mort, les congrès du PDCI, parce que nous étions à l'époque au Parti unifié, étaient l'occasion de l'émergence de nouvelles élites jeunes.
progressivement, les jeunes apprenaient donc, à gérer, soit au sein de l'appareil politique ou bien au sein donc, de l'administration. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas continué? Mais depuis les années 90, donc on a eu le vent de l'Est, la Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux réalités d'autres pays africains. Les contestations menées par des jeunes, souvent instrumentalisées par des syndicats ou des politiques. La perception du rôle de la jeunesse dans la vie publique va changer. Elle ne sera plus, comme par le passé, un acteur, un partenaire, mais cette jeunesse sera perçue comme un instrument. D'ailleurs, il constitue la majorité de la population. On a 77% de la population qui a moins de 35 ans. Les 16-35 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire représentent à peu près 36% de la population. Donc, ça veut dire 8 à 9 millions de personnes, ce qui est un poids. Et donc, les politiques vont asseoir leur stratégie en connaissance donc, de cette situation. Donc, les jeunes seront malheureusement, dans beaucoup de cas de figure, des instruments. Et le paroxysme de cette instrumentalisation des jeunes, c'est la crise que nous avons connue, où beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour certains, avec du recul, n'auraient même pas posé les actes qu'ils ont posés. Ils étaient dans un contexte précis. Comment les sortir de cette situation? Justement, on va en parler tout à l'heure, mais je vais demander également aux représentants de la Fondation Friedrich Naumann, pourquoi est-ce que votre formation a accepté d'accompagner un tel projet? Okay, merci beaucoup. Déjà, comme le conseiller venu de le dire tout à l'heure, regardons l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout l'histoire la plus récente de la Côte d'Ivoire, où les jeunes, on le dit souvent, ont été non seulement des acteurs de la violence, mais aussi été des victimes. Il faut voir le rôle de la fondation dans l'histoire même de l'Allemagne, puisque c'est une fondation allemande. L'Allemagne qui a connu des situations assez difficiles, notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui s'inscrit aussi dans l'histoire du monde. Ils ont compris. L'Allemagne qui est devenue aussi acteur de l'Union européenne. Hein. Oui, mais donc pour se situer dans l'histoire, alors la responsabilité des Allemands dans les violences que le monde a connues, les Allemands se sont dit à un moment donné que c'est une question d'éducation, d'éducation politique, savoir analyser les faits politiques et savoir construire ses propres opinions plutôt que de s'aligner sur des opinions de populistes ou bien de manipulateurs politiques. Donc ils ont mis en place des systèmes comme les fondations politiques pour former les citoyens. Donc former les citoyens pour construire eux-mêmes leurs propres opinions, pour construire leurs propres convictions. Donc c'est le rôle de la fondation. Donc vous comprenez que ça s'inscrit parfaitement dans la ligne de la vision de l'UFPC qui veut donner des clés de lecture, qui veut donner les outils à chaque jeune, à chaque citoyen de pouvoir analyser les faits et de pouvoir décider pour lui-même et par lui-même. Alors, former les jeunes à la citoyenneté et à la chose politique est donc une nécessité. Mais les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, très franchement, sont déçus de la politique. Ils sont déçus de leur politique. Ils sont pris aujourd'hui entre l'étau du chômage, mais aussi l'étau du désespoir. Voici quelques réactions que nous avons recueillies. C'était hier dans les rues d'Abidjan. Vous constaterez par vous-même combien ces jeunes ne croient plus en rien. Faire la politique, moi, ça ne m'intéresse plus parce qu'il y a des conséquences énormes pour la jeunesse. Et à chaque fois, on est toujours dévoué à faire la politique, à soutenir les hommes politiques. Mais au finish, la balle se retourne malheureusement contre nous. Bon, à tort ou à raison, mais on est parfois menacé. Donc c'est ce qui me décourage, moi, à faire la politique. Avec les événements qui se sont passés dans les années précédentes, là, je ne m'intéresse pas à la politique. Pourquoi? Il y a trop de problèmes dedans. Les politiciens, comme on dirait, des années 60, des années 80, ils sont beaucoup battus pour que notre continent sorte la tête de l'eau. Mais de nos jours, les politiciens de maintenant, je pèse mes mots, mais les politiciens de maintenant, je dirais, foutent de la merde en fait. Voilà. Faire la politique, je dirais que, bon, comme on le dit toujours, lorsqu'on ne la fait pas, elle nous fait toujours. Donc, on peut toujours s'intéresser, mais pour dire faire la politique, je pense que c'est un thème qui est un peu pas adapté ici. Parce qu'on sait tout ce que ça donne en Afrique. Hein. Quand on parle de politique, on sait ce que ça donne, ce qui se passe.
Donc aujourd'hui, faire la politique, c'est quelque chose, ça devient un sujet tabou en Afrique. Je ne dirais jamais, mais parce qu'on ne sait pas où la vie peut nous amener. Il peut arriver un jour où je peux dire que le destin peut m'amener à faire la politique. Mais actuellement, je n'ai pas l'idée à la politique. Ce constat fait, est-ce que vous, demain ou aujourd'hui, vous ferez de la politique ou pas? Je ferai de la politique. Je ferai de la politique. Si j'ai l'occasion, je ferai de la politique. Pas pour juger telle ou telle personne ou pour trouver tel problème à lui là. Non. Je ferai de la politique pour mon pays, pour mon peuple, pour effacer toutes les souffrances. Alors cela dit, les jeunes ne croient plus à la politique, les politiciens les dégoûtent. Alors le constat est amer, monsieur le conseiller du chef de l'État. Mais il faut surtout analyser. Vous savez, quand vous prenez le taux de participation à l'élection présidentielle de 2010, nous avons eu des taux sans précédent. 83% au premier tour, 81% au second tour. Et après, les politiques leur ont servi la guerre. Non, ce que je veux dire, c'est que si les jeunes se sont autant mobilisés en 2010, c'est parce que ces jeunes-là se sont mis dans des perspectives d'avenir. Tout à fait. Beaucoup d'espoir. Ils y croyaient. Et après, comme vous l'avez dit, nous avons eu la guerre. Une guerre atroce qui n'a échappé, qui n'a épargné personne. 3000 morts, près de 2 millions de déplacés au plus fort donc, de cette crise. Je pense qu'il y a une sorte de désenchantement qui est né donc de cette situation. La guerre, c'est encore récent. Hein. Il y a 5 ans, Abidjan était sous le poids des bombes. Et d'ailleurs, on a ici à l'hôtel du Golfe. Les jeunes restent encore traumatisés, comme la population en général. Il y a un second élément que vous avez soulevé, c'est leur situation. Vous savez, pour rejoindre un peu ma gloire, j'ai l'habitude de le dire, il est de plus en plus difficile de faire de la politique. Avec les nouvelles technologies, avec la globalisation, un jeune Abidjan a la possibilité aujourd'hui de s'informer à travers Google et donc voir d'autres réalités ailleurs. Et si nos politiques ne s'adaptent pas et ne comprennent pas que dans le contexte nouveau mondial, le profil du vrai ou nouveau politicien, c'est celui qui est à même d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de ses concitoyens, ils sont totalement hors jeu. Le populisme rattrapera toujours. Nous avons une génération en griffe concrète, qui veut des choses concrètes, qui veut des réponses tout de suite, avec une complexité aujourd'hui des problèmes. Donc aujourd'hui, cela doit inviter à une remise en cause de l'ordre politique nouveau, à une remise en cause de l'organisation politique actuelle, des formations politiques actuelles, je parle même de leur structuration, pour tenir compte de cette réalité-là. Et donc, le politique de demain, c'est celui qui comprendra que la politique et les actions concrètes en faveur des concitoyens sont indissociables. Magloire. Oui, sur cette question, moi je ne dirais pas que les jeunes sont désintéressés par la politique. Les jeunes ne sont pas désintéressés par la politique. Ils sont au contraire de plus en plus intéressés par la politique. C'est plus... Entre le fait qu'ils soient intéressés et l'autre fait qu'ils s'y engagent, oui, il y a un monde. Les jeunes sont engagés. Nous avons réalisé une étude récemment sur les 10 communes d'Abidjan et 6 localités, 6 grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ce qui ressort, le rapport sera publié dès le mois d'août. Ce qui ressort, les jeunes sont intéressés par la politique, ils sont engagés. Ce qu'on ne perçoit plus, c'est l'engagement dans les partis politiques. Parce que la conclusion, c'est que la démocratie représentative en crise. C'est ce qui ressort de ce rapport-là, de ce sondage. La démocratie, ils n'ont plus confiance dans les représentants, ils n'ont plus confiance dans les institutions. Donc c'est cette crise qui se manifeste. Au-delà, les jeunes cherchent de nouveaux espaces d'engagement. Les réseaux sociaux viennent à point nommé. Ils trouvent des espaces pour s'exprimer parce qu'ils n'ont plus la possibilité de s'exprimer peut-être dans des partis politiques. Ils n'ont plus la possibilité de s'exprimer dans des structures formelles. Il n'y a pas de canaux, il n'y a pas d'espace d'expression. Donc ils trouvent eux-mêmes, ils essaient de créer des moyens. On prend des jeunes ici, on parle des grains par exemple. Ce sont des espaces d'expression. Donc c'est de nouveaux espaces que les jeunes tentent de créer pour s'exprimer. Ils sont engagés, vous regardez dans les associations,
quand on regarde le mouvement associatif aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas encore structuré, c'est pas très structuré, mais vous verrez que les jeunes ont envie de s'exprimer, les jeunes s'expriment. C'est pas structuré, c'est pas organisé. C'est là tout le débat à faire. Mais je dis, pour être constamment avec les jeunes, pour être constamment dans le milieu, les jeunes sont intéressés par la chose publique et ils y débattent tous les jours. Ils trouvent leur propre moyen d'en débattre. Il y a aussi la question de l'écoute. Ils ont le sentiment aujourd'hui, les jeunes, que plus personne ne les écoute. Et quand vous, les politiques, vous venez vers eux, c'est surtout pour les draguer entre griffes, solliciter leur scrutin. Et puis après, basta, vous en parliez un peu tout à l'heure. Quand vous avez ce que vous avez, voilà, les jeunes sont passés aux oubliettes. Alors, ils ne sont pas écoutés. Ça, c'est un vrai problème. À défaut, avant même de commencer par répondre à leurs attentes, il faut tout au moins les écouter. Et ils n'ont pas ce sentiment-là. Je vais rester quand même dans l'analyse de la situation. Les frères Bogdanov, qui sont deux scientifiques, disaient que les 30 prochaines années, le monde aura plus évolué qu'il y a 3000 ans. Pour dire que... Mais dans quel sens? Oui, je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, vous avez deux générations, donc des jeunes et des seniors qui n'arrivent plus à se comprendre. Vous avez une génération qui s'est laissée très vite dépasser par l'évolution des moyens de communication et des nouvelles formes d'expression de ces jeunes, qui n'arrivent plus à comprendre cette jeunesse. Moi, je l'ai expérimenté parce que j'ai été médiateur dans plusieurs crises. On ne comprend plus la jeunesse, on ne sait plus l'écouter, on ne sait plus l'entendre. On ne comprend même plus ses formes d'expression. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Ensuite, je l'ai dit tantôt, pour rester collé à ce que j'ai dit, donc dans les partis politiques, il y a une nécessité de réforme. Vous savez, globalement, la plupart des partis politiques en Côte d'Ivoire, en dehors du PDCI, ont été créés après 1990. Donc on avait des formes classiques de fonctionnement donc, de ces partis. Aujourd'hui, dans ces partis-là, les jeunes n'arrivent pas à trouver leur place. Les structures existantes n'arrivent plus à capter les jeunes. Je l'ai dit peut-être avec un brin d'humour, il faut rendre les partis beaucoup plus sexy. Est-ce que les partis politiques aujourd'hui sont suffisamment adaptés donc, à l'évolution même actuelle de notre monde avec ces moyens de communication? Il a parlé des réseaux sociaux. Personne ne peut dénier aujourd'hui le poids des réseaux sociaux. Combien de partis politiques en Côte d'Ivoire ont des comptes Twitter, Facebook, YouTube qui font plusieurs millions de vues et qui, donc, par ces canaux, peuvent donc s'adresser donc à ces franges de jeunes. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a une crise de communication entre ces deux générations. Le gap continue donc de s'agrandir, mais elle n'est pas insurmontable. Il faut simplement une remise en cause des formes classiques de fonctionnement des partis. Alors, au-delà de ces deux aspects, l'écoute, apporter des solutions aux problèmes, il y a un autre aspect. Quelle place occupe le jeune dans nos sociétés? Dans le cadre de la préparation de ce programme, je suis tombé sur une réflexion qui a été faite par une revue panafricaine. Et le titre du dossier qu'ils ont monté, c'est « Faire et défaire la société, enfants, jeunes et politiques en Afrique ». Je vous lis juste ce passage. Alors même que les enfants et les jeunes forment en Afrique un groupe démographique très important, ils ne sont pas encore considérés sérieusement comme des catégories socio-politiques significatives et indépendantes avec leur propre façon de vivre. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Enfants et jeunes sont généralement perçus comme en marge des processus sociaux, économiques et politiques et jouant souvent un rôle social peu prometteur. De fait, ils présentent de multiples facettes. On peut tout aussi bien les percevoir comme une influence émergente que les considérer comme submergés par le pouvoir. Ils peuvent être cibles et victimes, exploités et abusés, mais ils peuvent tout aussi bien être combattants, activistes et entrepreneurs, ou encore rebelles, hors la loi et criminels. Souvent, ils combinent et occupent plusieurs de ces positions à la fois. Point de rencontre de multiples statuts, leur vie est complexe et ils parviennent à naviguer
dans de nombreuses arènes sociales grâce à la variété de leur comportement et de leur statut. Aujourd'hui, c'est quoi le statut du jeune quand on écoute ça? Mais le débat est réel et d'actualité. Il faut définir le statut du jeune, au-delà des textes. La charte africaine de la jeunesse qui a défini plus ou moins les droits et les obligations des jeunes. Cette charte qui a été ratifiée par la plupart de nos États. Mais à mon sens, il est nécessaire aujourd'hui de définir réellement, au-delà donc des textes, le statut de ce jeune. Vous avez dit quelque chose qui est important. Lorsque vous prenez aujourd'hui tous les vents de contestation en Afrique, depuis le printemps arabe jusqu'au dernier changement dans certains pays de la sous-région, ces mouvements ont été portés par des jeunes. L'aspiration à plus de liberté, à plus de démocratie. Et surtout, ce qui est important, c'est l'aspiration à un changement de leurs conditions de vie. Magloire l'a dit, et je suis d'accord, si les partis politiques ne comprennent pas cela, ne comprennent pas que les jeunes sont en train de redéfinir leur mission à leur place, et s'ils ne comprennent pas que les jeunes attendent autre chose d'eux, ces jeunes-là se détournent vers d'autres formes d'expression, mais avec des risques de manipulation. D'où la radicalisation aussi. D'où la radicalisation, parce que nous avons organisé à Paris il y a quelques mois, dans le cadre d'un think tank que j'ai l'honneur de diriger, nous avons reçu Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères au Sénégal, qui nous partageait donc des réflexions. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à enrôler les jeunes dans le mouvement djihadiste et autres, leur proposent souvent entre 10 000 francs CFA et 20 000 francs jour. Donc ces jeunes qui ne vont pas par conviction religieuse. 10 000 francs jour, ça fait 300 000 francs le mois. 20 000 francs jour, ça fait 600 000 francs le mois. Pour des jeunes qui peinent à avoir 30 000 francs le mois. Et donc, la situation de précarité dans laquelle peuvent vivre certains jeunes dans nos différents pays africains peut être aussi source donc, des déviations qu'ils ont connues. C'est pour cela qu'il faut réhabiliter la politique par l'action. Excusez-moi de faire un peu de la publicité, mais c'est la locomotive du président Ouattara. Il faut réhabiliter la politique par l'action concrète. La légitimité, la crédibilité des politiques en Afrique ou ailleurs viendra de leur capacité à porter, à entendre d'abord les aspirations de leur peuple et à apporter des réponses. Si nous ne le faisons pas, notre démocratie est en danger. Le statut du jeune aujourd'hui. Oui, juste avant de répondre à cette question, la précédente question concernant la crise entre les jeunes et les aînés. Un conflit de génération. En fait, il faut, comme je l'ai dit tantôt, si le conseiller l'a aussi dit, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre la main. Récemment, j'étais à Gagnoa en échangeant aussi avec des jeunes. Il ressort que les jeunes, ça fait bientôt 5 ans qu'ils ont élu des députés. Des députés qui sont, selon la définition, les représentants du peuple. Ils disent que ça fait les 5 ans, en dehors de cadres de funérailles ou de manifestations publiques, extra, je dirais, ludiques, en dehors de ces espaces, ils n'ont pas eu l'occasion d'échanger avec des députés sur certaines lois, par exemple. La loi, par exemple, sur le mariage. Les populations auraient souhaité, par exemple, que les populations soient informées du contenu de leur intérêt, de tout ceci. Ils se rendent compte que, excusez-moi de dire ça, selon leur propre discours, ils ont été floutés, ou ils sont dans une approche où ils ont délégué leur pouvoir à des gens, mais qui ne prennent pas en compte leur aspiration. Vous voulez dire par là qu'il faut réinventer même la démocratie? Pas réinventer, mais je dis la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, la démocratie représentative, de confier uniquement le pouvoir à un représentant qui, une fois qu'ils sont élus, selon les expressions qu'ils utilisent, ça constitue finalement un cartel politique qui est en déphasage avec la réalité de cette population que ces politiques sont censées représenter. Ce qu'il va falloir faire dans les analyses, c'est de trouver des espaces de jonction entre cette démocratie représentative et la démocratie, ce qu'on appelait la démocratie participative. Au Maroc, par exemple, ils ont trouvé la jonction avec des possibilités pour les citoyens, par exemple, de proposer des idées de projets de loi à l'Assemblée nationale pour en débattre. Dans leur constitution, par exemple, il y a la possibilité pour les citoyens de dire telle loi, nous ne sommes pas d'accord,
on veut que cette loi soit révisée. Donc il y a cette possibilité pour les citoyens de s'exprimer directement sur le travail ou sur certaines lois qui gèrent la vie des populations. Donc dit que tant que cette situation n'est pas réglée, la crise sera encore profonde. Une dernière chose sur cet aspect, quand on échange avec les jeunes, si vous regardez les chaînes, une petite publicité quand même, France 24 ou Africa 24, dans les études que nous avons menées, ces deux chaînes sont en tête de ce qui est les chaînes les plus suivies, donc plus suivies que notre chaîne nationale. Qu'est-ce qui s'est dit? Parce que sur ces chaînes-là, il y a des débats. Il y a des débats qui se font, il y a des cas d'expression. Donc, même s'il ne participe pas de façon directe au débat, le fait d'écouter, même dans son salon, il y a la possibilité pour lui de discuter, de réfléchir sur des questions qui sont posées. Ce qui n'est pas le cas dans notre démocratie ou dans notre situation ici, où à la limite, quand vous ouvrez la télévision, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Donc, pour revenir à la place des jeunes, le conseil l'a dit, je pense qu'il y a lieu, justement, quel est le statut du jeune? On ne restera pas tout le temps jeune, mais pour le temps que les lois ou les instruments juridiques donnent, si ça a été classifié ainsi, c'est dit qu'il peut y avoir des avantages rattachés à cela. Quand on dit on est jeune en France, c'est parce que c'est rattaché, bien entendu, à des prérogatives ou à des avantages liés à cela. Mais quand on dit jeune en Afrique... Et même là encore. Hein. Oui, mais c'est clairement défini, c'est identifiable de façon plus nette. Mais ici, en tant que jeune, ça représente quoi? Ça donne quoi? Et c'est pourquoi, en fait. Donc, il y a toute une question avec tous les acteurs, le gouvernement, les jeunes peuvent réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme contenu à ce statut de jeune? Alors, juste dire que nous avons un projet au niveau donc, de l'État et donc porté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, la mise en place d'une politique nationale de la jeunesse. Donc, c'est un processus. Et il faut que les jeunes s'approprient eux-mêmes ce processus-là qui va définir en principe leur statut, leurs obligations, leurs droits pour en donner un contenu qui est en accord avec leur propre perception de leur situation actuelle et de leur avenir. Il y a un gros piège également, c'est la forte politisation de la société ivoirienne elle-même. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui se sentent concernés par ce que fait le pouvoir, mais vous avez aussi des jeunes qui ne se sentent pas du tout concernés par ce qui fait le pouvoir, par ce que fait aujourd'hui le pouvoir. Donc, il y a un vrai problème d'adhésion à une démarche qui n'est pas forcément consensuelle aujourd'hui. Mais les jeunes sont le miroir de la société. La société ivoirienne est fortement politisée depuis les années 90. Et ça, c'est pas un avantage. On a le sentiment que tous les débats, même s'ils ne sont pas réellement politiques, tournent aux politiques. Et ça... on pourra corriger cette situation-là en encourageant certaines initiatives citoyennes neutres. C'est d'ailleurs pour cela que l'école de formation est une école de formation politique et citoyenne. Vous avez énormément de jeunes, moi j'ai eu à rencontrer certains, y compris Magoula lui-même, qui, en dehors des cadres politiques classiques, posent des actions en faveur de la société. Des jeunes qui plantent des arbres dans des localités, des jeunes qui apprennent à lire, donc qui donnent des cours d'alphabétisation, des jeunes qui sont protecteurs de l'environnement, des jeunes qui aident des jeunes drogués à sortir de cette situation. Vous avez une société civile qui est en pleine ébullition et l'environnement actuel favorise ça. Il faut juste les accompagner. Et notre rôle aussi, c'est donc permettre à ces jeunes-là d'aller loin dans les différents projets. Alors, l'actualité nous montre aussi bien donc ce désintérêt. Les jeunes ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que ce désintérêt-là, et cela s'accompagne également de leur désintérêt autour du débat actuel qu'est le projet de nouvelle constitution, est-ce que ce n'est pas un danger pour la démocratie des jeunes qui ne s'intéressent pas à la démocratie, qui ne s'intéressent pas à la politique? Bien, non seulement c'est un danger, mais c'est une erreur. C'est un danger parce que la démocratie, c'est aussi l'expression des idées des citoyens. Donc les jeunes aujourd'hui constituent la majorité donc, des populations. C'est une erreur parce que le traumatisme vécu après la grave crise post-électorale que nous avons connue conduit aujourd'hui à une sorte de désenchantement à l'égard donc de la chose politique. C'est une erreur parce que
malheureusement, la forme de société que nous avons, il y aura toujours des politiques qui vont gouverner, qui vont gérer, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Il faut que les jeunes comprennent que s'inscrire sur une liste électorale, en réalité, leur donne le pouvoir. Le pouvoir de changer les acteurs politiques quand ceux-là ne font plus leur affaire. Le pouvoir de sanctionner aussi, ou le pouvoir d'adhérer. Et donc, en démocratie, la seule arme véritable qu'ils ont pour influencer le cours de l'histoire, c'est le vote. Et il faut qu'ils prennent conscience de cela, et nous espérons que dans les jours à venir, les jeunes, les associations de jeunes, mettront à profit un peu de leur temps pour sensibiliser et faire comprendre qu'ils deviendront importants, très importants quand ils seront nombreux sur la liste électorale. Parce qu'en ce moment-là, Magloire l'a dit, ces élus au niveau local qui, une fois élus, ne s'intéressent plus aux jeunes, mais en prendront à leur dépens aux élections qui vont venir. Donc les jeunes ont la possibilité de juger donc en votant ou en sanctionnant donc, des acteurs politiques. Alors, en 2-3 mots, comment intéresse-t-on aujourd'hui les jeunes à la politique quand ils n'ont pas de boulot, quand ils sont aussi désespérés? Ok, bon. Juste sur la question de la participation. Non, répondez à ma question. Non, je vais répondre. Juste avant cela, dit que ça risque d'être un piège pour les jeunes eux-mêmes. Regardons ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. J'ai produit récemment un article dessus sur la question du Brexit, de la sortie ou non de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les statistiques, les sondages présentaient que plus de 80% de jeunes voulaient que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et les sondages présentaient également que environ 50%, moins de 50% même, ne voulaient pas participer aux élections. Donc, ils veulent que leur pays reste dans l'Union européenne, mais ils ne veulent pas participer au vote. Et c'est ce qui s'est passé, si vous regardez les sondages, avant les élections et les résultats des élections, c'est exactement ce qui s'est passé. Excusez de dire ça comme ça. Les vieux ont été les plus majoritaires à aller voter. Eux voulaient que la Grande-Bretagne sorte. Elle est sortie en imposant, c'est la loi de la démocratie, en imposant leur choix aux jeunes. Il dit, dans ma conclusion, j'ai dit aux jeunes Ivoiriens également, si on ne fait pas attention, ce qui s'est passé avec les jeunes Britanniques se fera de la même manière. Si vous voulez le changement, c'est de l'exprimer. C'est de l'exprimer si vous voulez que, par exemple, la nouvelle constitution qui vient, si tu es d'accord, tu dis oui. Tu n'es pas d'accord, il faut l'affirmer. Mais s'abstenir ne donne rien en réalité. Donc, il y a tout ce travail à faire. Pour revenir à votre question, intéresser les jeunes à la politique. En 2-3 mots. En 2-3 mots. Je pense que la première chose, c'est d'abord de restructurer déjà la vie des partis politiques. Déjà à ce niveau. Il faut repenser la vie des partis politiques. Deuxième chose, il faut reconstruire, reconstruire la gestion même de la chose publique, reconsidérer la gestion de la chose publique, de sorte que les gens aient confiance dans les institutions. Récemment, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit, Magloire, voilà, j'ai vu l'agence emploi, mais je n'y crois pas. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je vois des appels à candidature, mais est-ce que c'est vrai? Je dis, mais est-ce que tu as essayé? Il dit, bon, on connaît ça, hein? Il n'a même pas essayé, il ne veut pas parce qu'il n'a pas confiance justement dans l'institution. Donc il faut reconstruire la confiance dans nos institutions. Il y a vraiment une crise de confiance dans les institutions et dans les animateurs de ces institutions. C'est tout le travail à faire. Je pense que si on le fait, tout le reste va suivre. Mamadou Touré, comment aujourd'hui on intéresse encore les jeunes à la politique quand voilà, ils sont au chômage, ils sont désespérés? Il faut aller au-delà de la politique. Comment même intéresser les jeunes à la gestion des affaires publiques? Comment intéresser les jeunes à toutes les questions qui intéressent donc la vie de la nation? Le président de la République estime que la question de l'autonomisation de l'emploi des jeunes est une question importante. Donc ça répond en partie à ce que vous dites. Nous sommes obligés d'apporter des réponses aux préoccupations des jeunes en termes d'emploi. Ce n'est pas facile. On le voit quand vous avez en Afrique près de 200 millions de jeunes qui sont en situation de précarité. Quand vous regardez l'évolution démographique, quand vous voyez les statistiques qui montrent que
à l'Euro 2050, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants et que la majorité de ces habitants seront des jeunes et qu'il va se poser forcément le défi de l'emploi, de la formation, il faut que nos États investissent dans l'éducation, dans la formation et dans l'emploi. Et donc nous sommes d'accord, et le chef de l'État avec, que pour faire du jeune un citoyen accompli, il faut que le jeune soit épanoui. Et son épanouissement passe par donc, des réponses à ses préoccupations. Ensuite, pour la politique, il faut que les partis politiques, au-delà de ce qui se fait au niveau gouvernemental, il faut que les partis politiques continuent ou créent des espaces d'expression pour les jeunes. Il faut que les partis politiques rendent les jeunes importants. Nous n'avons pas connu toujours cette situation, c'est ce que je vais dire. J'ai donné un peu l'historique depuis 1960. Nous avons eu à une certaine époque, dans le parti politique, en tout cas qui était le parti État, des jeunes, je peux en citer, les DJ Madi, les Jean-Jacques Béchaud, qui ont occupé à des moments des postes de responsabilité. Il faut qu'aujourd'hui, les partis politiques s'ouvrent et qu'ils fassent les jeunes, et qu'ils fassent confiance aux jeunes. Les jeunes ne sont pas bons seulement à aller faire des manifestations. D'ailleurs, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont plus prêts à aller donner leur poitrine pour des manifestations. Les jeunes aujourd'hui veulent participer à la définition de l'avenir, veulent participer à la prise de décision. Et nous voulons, dans les partis politiques, parce que c'est un constat qui a été fait, vous prenez, c'est par là que je vais terminer, le secrétariat général de l'ensemble des partis politiques. 0 jeune de moins de 35 ans. Vous prenez le secrétaire général exécutif du PDCI, le secrétaire général du RDR, le secrétariat général du Front populaire ivoirien, de leaders, de tous les partis que vous voulez, 0 jeunes, alors qu'on dit que les jeunes sont la frange la plus importante et que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Vous avez des jeunes, nous avons vu au cours de ces séances de formation, des jeunes qui ont un très bon niveau d'études, des jeunes qui ont les rudiments politiques nécessaires, mais qui n'ont pas d'espace d'expression. Il faut leur donner les espaces d'expression. Voilà. Il faut qu'il y ait un contrat de confiance entre les politiques et cette jeunesse. S'ils ne le font pas, les jeunes vont se détourner vers d'autres formes d'expression. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie dans notre pays. Mamadou Touré, merci. Magloire Ndéhi, merci. Merci de nous avoir suivis. J'espère bien qu'il y aura d'autres débats que nous allons peut-être animer en partenariat avec votre école, l'école de formation politique et citoyenne, autour du projet de la nouvelle Constitution. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au départ, moi, j'avais quand même une idée arrêtée de la politique, voilà. Mais avec ce que j'ai appris à l'école de la formation politique et citoyenne, je pense que je suis aguerrie. Cette formation est une aubaine pour nous parce que ça nous permettra de connaître un peu les rudiments de la politique et de la citoyenneté. Être jeune et citoyen, c'est participer à la vie politique, prendre part aux décisions. Comment ça se fait ? À cette formation, on nous a montré la démarche à suivre pour pouvoir être actif. Et avec cette formation, je pense surtout du côté de l'action communautaire. Parce que j'ai vu que bon nombre de jeunes ne s'investissent pas dans la chose publique. Donc moi, je pense par ces moyens-là, ces stratégies-là, amener les jeunes à plus de responsabilités. La jeunesse aujourd'hui vraiment un peu désemparée de l'image politique a décidé de se désengager. Et nous aujourd'hui on veut redorer ce blason en donnant les instruments par rapport aux acquis que nous avons reçus, en donnant les instruments à cette jeunesse de mieux comprendre comment est-ce que la machine politique fonctionne. Selon moi, la lecture c'est la mère de la révolution. Donc tout en passant par ce canal, amener aussi la jeunesse à s'informer et à pouvoir prendre ces différentes connaissances qui seront acquises plus tard pour impacter vraiment sur le milieu social. Et l'école SNU ne peut pas toujours faire le combat parce que c'est toujours un certain nombre de jeunes qui participent à cette formation. Et notre plateforme permettra, en plus des actions de l'école, de faire encore plus d'actions au niveau national et même international pour monter encore plus les acquis de la participation politique et l'importance de l'engagement politique du jeune dans son pays.